Bien, chers amis, nous allons commencer cette soirée consacrée à l'Égypte. Euh, je remercie Anne-Claire Bonneville d'être venue parmi nous. Vous savez qu'elle est l'auteur d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle L'histoire de l'Égypte moderne, l'éveil d'une nation, 19e, 20e siècle. Aussi étonnant que ça puisse paraître, il existe assez peu de livres en français sur l'histoire de l'Égypte. D'ailleurs, il y a des articles, des livres sur l'actualité, il y a des livres sur l'économie, mais à ma connaissance, ça fait des années qu'il n'y a pas eu un livre global sur l'histoire de l'Égypte, et je pense que c'est quelque chose de très important que ce livre arrive maintenant, à un moment où l'Égypte traverse des moments très, très particuliers. Donc on va discuter autour de ce livre, autour des idées exprimées. Anne-Claire Bonneville va présenter en 20 minutes, une demi-heure, un peu ce qu'elle a voulu faire avec ce livre et un certain nombre de choses sur l'histoire d'Égypte. Et ensuite, comme d'habitude, vous aurez la parole pour des questions-réponses. Voilà, et merci encore une fois. Merci à vous de me permettre de présenter ce soir ce livre. Il retrace l'histoire de l'Égypte sur un peu plus de 2 siècles, puisqu'il commence avec la nomination de Mehemet Ali à la tête de l'Égypte. On est en 1805 et il va jusqu'en janvier 2016. C'est une histoire très riche, une histoire passionnante également, marquée par des ruptures profondes. Du coup, il y avait un défi dans l'écriture de cet ouvrage, et vous avez raison de le signaler en français. Le dernier ouvrage, c'était un que sais-je, donc court, rapide, et avant, sinon, il faut remonter. Je l'ai noté dans l'introduction, j'avais été repérer la date précisément, mais c'est très ancien. Il y avait des livres en anglais, mais pas en français. Donc il y avait un défi, celui de rendre compte des événements, des évolutions, sans prendre parti ou le moins possible, parce que évidemment, on est aussi dépendant de ces sources. Je voulais essayer d'éviter de plaquer une lecture sur cette histoire. Je me suis imposé une autre contrainte, celle d'essayer de faire vivre l'Égypte. Ne pas être dans une histoire déshumanisée, austère, technique, mais emmener le lecteur, par exemple sur les terrasses du Caire, ou bien pousser la porte des intérieurs, suivre par exemple Pierre Loti et découvrir avec lui le temple de Philae immergé dans le lac de retenue du premier barrage d'Assouan, ou bien encore assister aux festivités que le Khedive Ismaïl donne à l'occasion de l'inauguration du canal de Suez. Alors pour cela, je me suis beaucoup appuyée sur les écrits des contemporains, avec le souci constant de ne rien céder à la rigueur historique. Et le retour aux faits est parfois source de belles surprises. Il permet de réévaluer certaines périodes, de corriger la vision généralement admise d'un épisode. Alors je pourrais prendre ici l'exemple du règne du successeur de Mehemet Ali. C'est son petit-fils, c'est Abbas, qui a gouverné l'Égypte de 1848 à 1854. Abbas, il est très décrié. On parle même d'obscurantisme pour évoquer la période où il a gouverné l'Égypte. Il est très décrié à la fois par les Européens et par sa famille. Alors pourquoi ? En fait, tout simplement parce qu'il voulait contenir l'influence européenne. Ça explique le fait que les Européens le critiquent. En réalité, on est très loin de l'obscurantisme dont on l'accable. Il n'y a pas eu du tout de retour en arrière, comme on le lit très souvent à son propos. Mais c'est vrai que Abbas n'a pas le côté séduisant, un peu envoûtant de son grand-père. Il est plutôt bourru, il est moins avenant. Mais
cependant, il a bien poursuivi l'œuvre de modernisation du pays qui avait été engagée par son grand-père. Et précisément, c'est sous son règne qu'est entreprise la première ligne de chemin de fer, première ligne de l'Empire ottoman, première ligne de chemin de fer de l'Afrique. C'est la ligne qui va du Caire à Alexandrie. Le premier tronçon de cette ligne est ouvert en 1854, donc à la fin de son règne, avant qu'il ne soit assassiné. On est à peine 20 ans après l'inauguration de la ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye. Cette ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye, elle est inaugurée en 1837. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans un retour en arrière quand on parle de Abbas. Quant à ses proches, qui le critiquent aussi beaucoup, eh bien, effectivement, ils n'avaient pas de très bonnes relations avec lui, notamment parce que Abbas a essayé de modifier l'ordre de succession à la tête de l'Égypte. Il voulait tout simplement que son fils soit investi à la charge de gouverneur à sa mort. Alors que la règle qui s'appliquait, c'était la règle de l'Empire ottoman, la règle du seignorat, c'est-à-dire que c'est le plus âgé des descendants de Méhémet Ali qui doit ensuite prendre le gouvernement, la charge de gouverneur de l'Égypte. Donc Abbas était le plus âgé des descendants, le petit-fils, mais le successeur, ça doit être le fils de Méhémet Ali. Effectivement, c'est lui qui va prendre la charge, et le changement ne se fera qu'un peu plus tard sous le khedive Ismaïl. Et le sultan modifiera cette règle de succession après avoir reçu moult cadeaux de la part du khedive Ismaïl. Donc finalement, on comprend pourquoi cet Abbas était tout à fait décrié, mais en revenant aux faits, on peut corriger cette vision des choses. Et pour la période contemporaine, il est clair qu'il est très important de revenir aux faits, de se reporter aux faits pour essayer, dans la mesure du possible, de faire un récit objectif des événements, surtout dans une période qui est marquée par un fort clivage politique et idéologique. Alors j'ai donc suivi les évolutions politiques, économiques, sociales, culturelles de 2 siècles d'histoire égyptienne. Et au terme de ce travail, ce qui m'a sans doute le plus frappé, c'est l'émergence de la nation égyptienne. Émergence ou éveil, éveil c'est le sous-titre que j'ai donné à l'ouvrage. Éveil, émergence, parce que en fait, le processus n'est pas achevé. Et peut-être pourrait-on dire à l'heure actuelle, en ce moment, qu'il est en déclin, en régression. Cette nation égyptienne, est-ce qu'elle n'est pas en régression? En tout cas, on pourra se poser la question. La nation égyptienne, elle commence à poindre au milieu du XIXe siècle. On assiste à l'éclosion d'une conscience nationale sous le règne de Mohamed Saïd, c'est-à-dire celui qui succède à Abbas, justement, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Mohamed Saïd fait une belle déclaration sur le sentiment d'être égyptien, alors qu'on peut signaler que son père, Méhémet Ali, venait de Karvala en Macédoine, et que Méhémet Ali, lui, il était plutôt dans un cadre de pensée ottoman. Il avait peut-être même l'ambition d'être vizir. C'est en tout cas le projet que lui prête Noubar Pacha lorsqu'il envoie à 2 reprises l'armée égyptienne remonter presque jusqu'à la porte de l'Anatolie et combattre les forces du grand vizir. Donc voilà, Mohamed Saïd fait une belle déclaration sur son sentiment d'être égyptien et sur les responsabilités qui lui incombent dès lors. Je le cite: éduquer, former le peuple afin de le rendre
capable de servir son pays d'une manière efficace et utile et de se dispenser des étrangers. Ces étrangers qui ne pouvaient pas ou qui avaient très peu accès à l'Égypte à l'époque de Mehemet Ali ou à l'époque de Abbas, puisque on a quelques chiffres. En 1836, on avait 3000 Européens en Égypte. En 1862, on en a 30 000. Et à la fin du règne de Mohamed Saïd, on en a 43 000. On est en 1863, 13 000 de plus en un an. Donc on a effectivement un nombre d'Européens de plus en plus important dans le pays. Voilà, l'idée de Mohamed Saïd, c'est d'essayer de se dispenser des étrangers. Alors, cette conscience nationale égyptienne, elle se développe d'abord au sein d'une petite élite, et puis c'est avec Ourabi Pacha, puis Mustapha Kamil, qu'elle va s'enraciner auprès de la population de la vallée du Nil. Le mouvement ourabiste, qui se développe en 1881-1882, est particulièrement intéressant du point de vue de cette nation égyptienne. C'est un mouvement de contestation qui a à sa tête Ourabi Pacha, donc, et qui, en fait, fédère plusieurs courants, notamment 2 courants qui représentent, en fait, les combats que la nation égyptienne, qui est encore en gestation, aura à mener. 2 combats, celui de l'indépendance, d'une part, et le second, celui de la souveraineté populaire. Alors, en 1882, ce mouvement ourabiste est écrasé et les Britanniques s'implantent durablement dans le pays. Et la scène politique va, du coup, se retrouver presque vide de tout acteur nationaliste pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, quand on lit Lord Cromer, qui était l'agent consulaire britannique en Égypte et qui en fait avait un peu la fonction de résident général, sans en avoir le titre, mais qui était le résident général en Égypte, Lord Cromer explique qu'il n'y a pas de nation égyptienne, mais juste la juxtaposition de communautés distinctes, sans projet commun fédérateur. Alors, en fait, il existe un élan commun, une âme, pour reprendre éventuellement les termes de Renan lorsqu'il parle de la nation, une âme égyptienne qui s'exprime entre 1882 et puis la Première Guerre mondiale. Cette âme, elle s'exprime, mais elle s'exprime à chaque fois de façon très ponctuelle. Et je pense par exemple à l'incident de Dinshaweh en 1906 et puis à la façon dont la population a réagi. Voilà, une nation qui est encore en gestation, qui ne s'exprime pas ou très rarement, très ponctuellement. Et du coup, c'est la stupéfaction générale au sortir de la Première Guerre mondiale. En tout cas, stupéfaction pour les Britanniques, c'est évident, lorsque on a cette nation égyptienne qui se manifeste avec une ampleur inattendue et qui se manifeste durablement, qui se manifeste pendant plusieurs années. C'est l'épisode de la Révolution de 1919. La population tout entière est tendue vers un même but. Elle se rassemble sans distinction de religion, de classe, de sexe, puisqu'on a même les femmes qui vont sortir dans la rue. Et tout le monde réclame l'indépendance. Cette nation, elle est bien là, elle est incontournable, et les Britanniques sont contraints de la prendre en compte et de lui donner satisfaction. Ça a lieu le 28 février 1922 avec la déclaration unilatérale d'indépendance accordée par les Britanniques. Cette indépendance,
elle est toutefois en trompe-l'œil parce qu'il reste très présent dans la vie politique du pays. Et donc on a un combat qui continue de la part des Égyptiens, un combat pour, le slogan, c'est une souveraineté pleine et entière. Une souveraineté pleine et entière qui est obtenue en 1956. Le combat, il aboutit en 1956 avec Nasser, avec son éclat de rire au moment de la nationalisation de la compagnie du canal de Suez, et puis quelques semaines plus tard, sa victoire diplomatique sur les Français et les Anglais. C'est l'indépendance politique et économique également qui semble alors atteinte. Et l'Égypte, d'ailleurs, pendant cette année 56 et puis dans les années qui suivent, est aussi un acteur incontournable de la scène internationale. C'est la deuxième fois dans l'histoire moderne de l'Égypte. La première fois, c'était à l'époque de Mehemet Ali, où il avait fait bouger un peu les chancelleries lorsque, justement, il était remonté battre les troupes du Grand Vizir. Moment d'apothéose finalement que 1956 dans cette histoire égyptienne, mais attention, la figure impressionnante de Nasser, ce qu'il a incarné en 1956 ne doit pas masquer les réalités de la période. Ce serait trop accordé à une propagande nassérienne qui reprend d'ailleurs actuellement de la vigueur. Je vous signale d'ailleurs la création du musée Nasser, l'ouverture du musée Nasser qui a eu lieu à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Nasser, donc le 28 septembre dernier. Alors, quelles sont ces réalités ? Eh bien, d'abord, l'obsession de l'indépendance économique est responsable d'une fermeture de l'économie égyptienne qui a au moins retardé le développement du pays. Deuxième point que l'on peut signaler, c'est le départ des nombreuses communautés étrangères à la suite des confiscations, des nationalisations, qui a privé le pays d'une grande partie de son élite et avec elle de son dynamisme économique. Troisième point, la révolution nassérienne, parce que c'est une révolution, a fait disparaître le libéralisme politique, cette longue construction, cette maturation politique du XIXe siècle, et la révolution nassérienne a remplacé un gouvernement, alors qui certes était imparfaitement démocratique et qui s'appuyait sur les possédants, mais il l'a remplacé par un État policier et militaire. Après 1956, eh bien, le conflit israélo-arabe et également le facteur démographique ont conduit l'Égypte à se replacer sous la coupe de l'un, puis de l'autre grand. Alors c'était pour combattre Israël avec l'URSS ou bien pour faire la paix avec les États-Unis. C'est aussi pour nourrir la population égyptienne. Et même si actuellement le pouvoir essaie de sortir le pays d'une relation qui était un peu trop exclusive avec les États-Unis, l'Égypte d'aujourd'hui est très dépendante de ses bailleurs de fonds. Quant au combat de la nation égyptienne pour la souveraineté populaire, le deuxième combat de cette nation égyptienne, le combat de l'émancipation de la société, de la participation effective au gouvernement du pays, il en est à ses débuts. La nation a-t-elle même jamais remporté une bataille dans ce combat ? Le bilan de 2 siècles, c'est quand même un pluralisme, quand il existe, qui est un pluralisme de façade et globalement une confiscation de l'expression politique ou en tout cas son encadrement étroit. Toutefois, il faut mentionner l'épisode de 2011 et celui de 2013 où la nation
égyptienne s'est exprimée. Elle s'est exprimée pour dire non, pour dire ça suffit à 2 chefs d'État successifs. Ce furent des démonstrations de masse, une reconquête en 2011, une reconquête dure, violente de l'espace public, en tout cas pour quelque temps. Mais en 2016, le constat que l'on peut faire, c'est que la nation égyptienne n'a pas encore conquis sa pleine capacité d'expression politique. La situation sécuritaire est incriminée par le pouvoir actuel. En même temps, on peut dire que le pouvoir sait que le peuple d'Égypte peut se mobiliser pour déloger les dirigeants qui ne mettent pas l'Égypte au cœur de leurs préoccupations. Donc, a priori, il doit s'efforcer de répondre aux attentes de la population. Et actuellement, les attentes de la population, c'est l'économie, c'est le domaine économique, c'est relancer l'économie. Il y a d'ailleurs une politique de grands travaux qui est lancée par le pouvoir. C'était le canal de Suez. Il y a maintenant le projet de nouvelle capitale avec, je lisais récemment, des fonds chinois très importants qui ont le projet d'être investis dans ce grand projet. C'est vrai que la situation économique en Égypte est très critique, notamment en raison de l'arrêt du tourisme, ou en tout cas de sa nette régression. Mais, à contrario, ce pouvoir, il peut aussi, puisqu'il sait que la nation égyptienne peut bouger, le pouvoir peut aussi développer les réseaux, les structures, les armes juridiques pour museler l'expression populaire. Voilà. Donc la population a bougé. On peut voir de 2 façons la manière dont le pouvoir répond à ce mouvement spontané de la population. En conclusion, je dirais que la nation égyptienne a encore des combats à mener, des victoires à remporter. Elle a aussi besoin de se rassembler, de lutter contre les tentations communautaires. Mais elle a montré à plusieurs reprises, et pas seulement très récemment, je pense aussi à 1919, elle a montré qu'elle était capable de ces défis, de relever ces défis, de se rassembler et de se manifester. Et on peut lire sans doute le printemps égyptien de 2011 comme une belle promesse d'avenir. Bien, merci pour ce survol de l'histoire de l'Égypte. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions, à la fois peut-être sur l'histoire, à la fois sur l'actualité. Donc, vous avez la parole pour des questions brèves, précises. Oui, monsieur. Prenez le micro, c'est plus simple. Vous parlez de nation. C'est un concept qui est né sur le mode européen. Vous n'avez pas parlé des fractures qui ont été surmontées ou qui pourraient être surmontées ou qui ne sont pas surmontées. Je pense par exemple aux questions religieuses. Je pense même peut-être propre à chaque religion. La fracture interne à l'islam aussi. Je pense aux fractures régionales entre le nord et le sud. Qu'en est-il de toutes ces possibilités de fracture face à l'émergence d'une nation ? On rassemble ? Oui, on va peut-être prendre 2-3 questions, comme ça sera... Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez qu'un basculement géopolitique de l'Égypte est possible ? Je veux dire... est-ce que c'est possible que l'Égypte se tourne plus vers la Chine que plutôt les États-Unis ? Merci. Il y a une question devant. Bonsoir. J'ai une question qui concerne la chute de Mohamed Morsi.
Je ne connais pas spécialement l'Égypte et je poserai la question sous une forme volontairement très provocante. Comment on peut arriver à perdre le pouvoir au bout d'un an en étant démocratiquement élu ? Voilà. Et une dernière question, madame, et après je donne la parole à... En fait, je souhaiterais simplement ajouter aux fractures dont monsieur a fait part, la fracture sociale, les différences énormes de niveau de vie. Je pense à des gens qui vivent vraiment jour le jour, même quand ils ont un travail, voilà, par rapport à ceux qui sont enrichis depuis Ninfita. Bien, alors effectivement, quand j'ai fait rapidement cette présentation, j'ai évoqué l'éveil d'une nation. Il y a beaucoup de fractures. J'ai rapidement évoqué les tentations communautaires. Dans mon livre, je développe largement plus ces fractures. Vous les évoquez. On a vu à plusieurs moments dans l'histoire égyptienne quand même cette nation avec chrétiens et musulmans se rassembler, notamment en 1919, ça avait frappé tout le monde. Et puis sur les années qui ont suivi, on a au sein du WAFT, on a aussi bien des chrétiens que des musulmans. Donc le WAFT, c'est la délégation qui est mise en place à la fin de la Première Guerre mondiale pour aller réclamer l'indépendance, qui souhaite aller réclamer à la conférence de la paix l'indépendance de l'Égypte. Et cette délégation n'a pas l'autorisation de se rendre en Europe et va se constituer en partie et va justement favoriser la manifestation nationale, les manifestations de l'ensemble de la nation pour réclamer l'indépendance. Donc ces fractures en Égypte, elles existent. Elles ont été assez nettes à plusieurs reprises, sous Moubarak, sous aussi la présidence de Morsi. On a eu beaucoup de violences interreligieuses. La politique, visiblement, du nouveau président, c'est d'essayer de rassembler la nation, de gommer ces fractures, en tout cas certaines fractures, en tout cas entre musulmans et chrétiens et coptes, par un certain nombre de gestes symboliques qu'ils développent. Il y a, alors vous l'avez aussi signalé, d'autres fractures, notamment au sein de la communauté musulmane, entre ceux qui sont favorables aux frères musulmans et ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont aussi fait le choix de la violence pour essayer d'imposer l'islam à un pouvoir musulman. Et là, on a en revanche un pouvoir qui veut totalement gommer cette position, cette frange des musulmans et qui envoie moult frères musulmans en prison. Vous avez évoqué la fracture sociale. Elle est énorme. C'est un des défis, très clairement, du pouvoir actuel. Nasser en avait eu conscience. Et Nasser avait essayé de la gommer, cette fracture, notamment par son socialisme arabe, notamment par les nationalisations, les confiscations de biens, pour essayer de réinjecter l'argent dans l'économie égyptienne, avec une fermeture aussi de l'économie égyptienne, une fermeture sur elle-même avec ce slogan, il fallait tout produire en Égypte, de l'aiguille au missile. Au final, l'expérience économique de Nasser n'a pas réussi, n'a pas fonctionné. Et c'est pour cela
que Sadat a fait un autre choix quelques années plus tard, à partir de 1974. C'est justement la politique d'ouverture avec le fait que ça va à nouveau creuser une fracture énorme. J'étais en Égypte il n'y a pas très longtemps, j'étais frappée par la quantité de publicité pour les résidences secondaires sur la côte nord, des belles résidences, et on se demande, on se dit, il y a tellement de gens qui ne vont pas pouvoir s'offrir ce luxe-là. Et voilà, on a aussi une politique qui favorise une partie de la population. Et du coup, je viens d'évoquer la côte nord. Effectivement, il y a une fracture nord-sud qui est tout à fait importante, avec un nord beaucoup plus développé, des zones touristiques aussi qu'on essaye de rendre tout à fait attractives pour relancer le tourisme. Pour relancer le tourisme aussi, on parle beaucoup moins de ces problèmes sécuritaires. Dans le pays, on nous dit qu'il y en a moins, mais est-ce que c'est parce qu'on n'en parle plus, ou est-ce que parce qu'effectivement, il y a moins de problèmes de terrorisme? Là, j'ai problème de source. je ne peux pas vous répondre. Mais en tout cas, il y a effectivement une volonté d'attirer à nouveau les étrangers pour relancer l'économie, puisqu'on avait à peu près un tiers de l'économie égyptienne qui vivait du tourisme. Alors, vous m'avez posé une autre question sur le basculement géopolitique. Alors, pour reprendre rapidement l'histoire égyptienne, une Égypte qui est d'abord dans la sphère d'influence européenne jusqu'à Nasser. Nasser va faire le choix du bloc de l'Est, notamment en commençant par aller se procurer des armes. Et puis ensuite, justement, pour nourrir la population, il va être obligé, et puis pour construire le barrage d'Assouan, j'allais l'oublier, mais il se rapproche de l'Union soviétique, puisque notamment les Américains refusent de lui faire un prêt pour qu'il puisse construire le barrage d'Assouan. Avec Sadat, c'est un renversement, c'est le choix des États-Unis, le choix de l'Occident, et ça va conduire jusqu'à la paix avec Israël, une paix qui est monnayée. Alors, en tout cas, concrètement, ça veut dire que les États-Unis versent des sommes considérables à l'Égypte depuis la paix signée avec Israël. Alors les choses ont commencé à être un peu plus mouvantes au moment en juillet 2013. Juillet 2013, donc au moment où le président Morsi est arrêté, mis au secret, et on a le général Sissi, qui n'est pas encore président à ce moment-là, qui devient l'homme fort en Égypte. Un basculement parce que les États-Unis ont soutenu, ont lâché Moubarak et ont soutenu finalement ce printemps égyptien et l'arrivée, qui en a découlé, des frères musulmans au pouvoir. Pendant cet été 2013, d'après les informations qu'on arrive à récolter, les États-Unis ont essayé de faire pression sur le pouvoir qui était établi, donc le Premier ministre, mais aussi le général Al-Sisi, pour arriver à un gouvernement d'union nationale qui se mettrait en place. Et notamment, il semble que ce soit El Baradei qui a été chargé de ces négociations. Mais de part et d'autre, il y a eu refus d'avancer vers un gouvernement d'union nationale.
Et ensuite, vous connaissez ce qui s'est passé à partir du 14 août et l'intervention de l'armée contre les campements au Caire des frères musulmans. Les États-Unis ont été furieux de cette situation puisqu'on n'avait pas suivi leurs recommandations. Et alors, ils ont cessé de verser à l'Égypte ce qu'il lui donnait jusqu'alors. Sans parler de coup d'État, parce que qui dit coup d'État dit dans les règles américaines qu'on cesse définitivement de pouvoir verser de l'argent. Donc là, c'était juste une mise en attente de ces versements. La réaction politique du général Sissi, qui devient ensuite président, c'est d'aller chercher des soutiens à côté. Alors à côté, c'est d'abord tout à côté, c'est l'Arabie Saoudite. Soutien à l'Arabie Saoudite, mais il y a aussi un pays qui s'engouffre dans cette espèce de vide géopolitique, c'est la France. La France qui se dit qu'elle a peut-être une carte à jouer pour retrouver une place au Moyen-Orient. Et la France va nouer des relations, notamment des contrats d'armes, avec le pouvoir... le nouveau pouvoir en Égypte. Actuellement, on voit qu'il y a aussi une orientation du pouvoir en direction des Russes. Il y a des relations étroites qui se développent avec la Russie. Alors, il y a eu un petit froid là, récemment parce que l'Égypte ne voulait pas acheter le blé russe parce qu'il était contaminé par je ne sais plus quelle bactérie, ou quelle bestiole. Et donc, il y a eu un petit froid sur cet achat de blé. Mais globalement, les relations se développent avec la Russie, se développent aussi avec la Chine. Donc, ce très gros investissement qui est prévu pour la nouvelle capitale. Le plus intéressant, à mon avis, à suivre, c'est ce qui concerne le gaz qu'on vient de découvrir en Égypte, à la fois dans la mer et puis et sur terre, si je me souviens bien. Qui va être chargé de l'exploitation de ce gaz? C'est très intéressant. Alors, a priori, pour l'instant, on parle d'une compagnie italienne. Évidemment, ça... c'est tout à fait intéressant de voir la façon dont ça va se développer. En tout cas, on a, alors peut-être pas un basculement, mais on a un rééquilibrage de la politique égyptienne pour l'instant sur la scène internationale. Une question sur la chute de Morsi. Comment est-ce qu'on peut perdre le pouvoir en étant démocratiquement élu? Oui. C'est visiblement ce que l'on constate, c'est que la politique qui a été menée par le pouvoir par le président Morsi n'a pas satisfait un grand nombre d'Égyptiens. Puisqu'on a eu un mouvement qui s'est développé à partir du printemps 2013, des énormes manifestations, il faut pas le nier. On avait quand même le 30 juin des millions d'Égyptiens qui sont descendus dans la rue. Alors, les chiffres qui nous étaient donnés étaient sans doute gonflés. On a eu une bataille de chiffres, ça c'est clair, autour de cette population qui est descendue dans la rue. C'était quand même très impressionnant. C'était des millions de personnes. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est de lire, avec le recul, c'est d'autant plus amusant. Il y avait un correspondant du NPA à ce moment-là en Égypte, et il est enthousiaste. Il dit, mais tout le monde descend dans la rue. Bon, après, quand on sait comment l'Égypte évolue, c'est assez drôle. Mais voilà, donc il y a effectivement, il y a eu une vague de mécontentement qui s'est exprimée. On date globalement la rupture de la déclaration constitutionnelle qui a eu lieu en novembre 2012.
une déclaration constitutionnelle par laquelle Morsi finalement dit que tous les actes politiques qu'il va prendre ne peuvent pas être contestés. Alors pourquoi il prend cette décision constitutionnelle ? C'est parce que tout ce qu'il faisait était systématiquement contrarié par les juges. Il y a une obstruction des juges qui est effectivement très nette à son travail politique. Et là, eh bien, il indique qu'on ne pourra plus s'opposer, contester les mesures qu'il prend. Et il semblerait que c'est l'élément qui a été la goutte d'eau. Et les Égyptiens n'ont pas eu envie de cela. On a eu le sentiment à partir de ce moment-là qu'il avait un pouvoir très partisan, que l'Égypte n'était plus au centre de ses préoccupations, mais qu'il avait une vision beaucoup plus large d'un pouvoir frère musulman qui devrait s'étendre sur l'ensemble du monde arabe. Voilà, en tout cas, c'est ce qui ressort des analyses qui ont été faites et des entretiens qu'on peut avoir. Hein, c'est une fracture au moment de novembre 2012. Ceci dit, ensuite, il fait rédiger une constitution. Alors, là aussi, c'est des choses un peu étonnantes dans la façon dont la transition post-Moubarak s'est déroulée en Égypte. C'est qu'on a commencé par élire un président, mais on n'avait pas défini ses pouvoirs. On a eu une élection présidentielle et on a dit ensuite on va rédiger la constitution et ensuite donc on va voir quel pouvoir on lui donne. C'est un peu particulier. Dans la constitution qui a été rédigée, on avait une vraie rupture avec le régime des officiers libres, en tout cas sur le papier, hein, parce que cette constitution, elle n'a pas eu le temps véritablement d'être mise en œuvre. Il n'y a même pas eu l'élection d'une assemblée législative. Il y avait un rééquilibrage des pouvoirs avec une assemblée qui avait beaucoup plus de pouvoir par rapport au pouvoir exécutif, comme ça l'était depuis l'époque de Nasser, puis Sadat, Moubarak. Voilà. Si je peux rajouter juste quelque chose à propos de ce qui s'est passé en 2012-2013 et du rapport à l'élection. Bon, il gagne l'élection, il faut se rappeler, Morsi gagne l'élection au second tour avec une très très faible majorité parce que une partie importante de la population n'a pas confiance dans les frères. Et il faut dire que la politique qu'ils vont mener va renforcer cette méfiance à leur égard. Mais en même temps, il ne faut pas être naïf. Il faut savoir ce qui s'est passé entre 2012 et 2013. C'est d'abord les frères n'ont pas le pouvoir. Ils ont la présidence de la République. Mais ils ont contre eux l'armée, la police, 90% des médias, l'essentiel des secteurs économiques. Donc, je veux dire, quand on arrive en 2013, où il y a un rejet important à leur égard, provoqué par, à mon avis, notamment par leurs erreurs, disons, l'importance de ce rejet est grande, mais après tout, je veux dire, nous qui vivons dans un pays où la cote de popularité du président est 15%, personne ne demande à l'armée d'intervenir pour le sortir. Et l'idée que les frères étaient prêts à prendre le pouvoir est une idée absurde. Comme je dis, parce que tous les appareils de l'État étaient aux mains de ce qu'on appelle l'État profond. Et c'est le deuxième élément qu'il faut comprendre. Et c'est toujours très difficile parce que vous êtes face à des camps divisés qui ont des points de vue extrêmement différents. C'est de comprendre à la fois, oui, il y a eu une des grandes manifestations le 30 juin populaire qui exprimait un refus, mais oui, ces manifestations ont été largement manipulées par l'ancien régime, par la police, par les médias, et voilà. Et quel que soit l'ampleur de ces manifestations, rien ne pouvait justifier l'intervention de l'armée. C'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire, il me semble que c'est quand même quelque chose d'important sur la manière dont on voit l'avenir de ces pays.
Moi, je disais toujours, il y a deux voies dans le monde arabe. C'est celle du compromis historique qui se fait entre toutes les forces politiques, y compris les islamistes comme en Tunisie, mais qui veut dire aussi des combats, qui veut dire que pas que tout le monde, c'est pas on s'embrasse tous, on s'aime, c'est aussi des luttes, des gens qui se battent. Soit le fait de dire, finalement, les forces islamistes ne sont pas partie du jeu politique et il faut les exclure. Le problème, c'est que quand on dit ça, en fait, on se rend compte, d'ailleurs, l'Égypte, le monde, que c'est pas, même si on accepte le principe qu'il faudrait exclure les islamistes, mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui est exclu en Égypte. C'est les gens qui sont en prison, c'est les jeunes qui ont fait la révolution, c'est des jeunes intellectuels, c'est des jeunes journalistes, etc. etc. Donc, c'est pas vrai que la répression s'arrête aux frères, mais elle se développe à toute la société. Et jamais, enfin, je veux dire, il faut écouter la télévision égyptienne pour se rendre compte que jamais, je crois, dans aucune période, même sous Nasser, on a eu une télévision aussi un mélange d'affirmations les plus absurdes qui sont données, de propagande, etc. Donc voilà, voilà. Monsieur. Attendez, il y a quelqu'un derrière et après je vous donne, s'il vaut mieux, le micro. Allez-y. Bonjour. Je voudrais savoir comment on peut qualifier les liens entre le parti Al-Nour salafiste et le président Al-Sisi et quelles sont les conséquences de ces liens en termes politiques. Et sinon, est-ce que vous pouvez dire un mot sur la situation au Sinaï, notamment sur l'État islamique dans la péninsule? Okay. Monsieur devant, là. Je voudrais revenir sur la question du pluralisme. Je ne sais pas comment vous le développez dans le livre, mais la question a été la nation telle qu'on l'a imaginée comme concept. Effectivement, elle s'est construite contre l'Empire ottoman et puis les Anglais ensuite, même avec tous les revers qu'on peut imaginer. Donc en 19, il y avait quand même une vague promesse d'indépendance avant la guerre. Il ne faut pas l'oublier que les révoltes ont été successives à ce manque d'accomplissement de cette promesse. Donc le libéralisme qui s'est institué après par les Anglais, finalement, même avec la nouvelle constitution de 23, c'est un pluralisme de façade aussi, et qui... voilà, donc je ne sais pas comment vous l'avez développé, et que finalement il servait plus à diviser qu'à vraiment ouvrir. Bon, c'est un point. Et puis l'autre point, c'est la suite. Comme le décrit très bien le psychanalyste Ami Ali, que cette notion-là de l'œil ne peut pas dépasser le sourcil, l'obéissance qui est totalement imprégnée dans la culture par la religion, mais par une tradition en même temps, fait que on obéit au chef, quoi. Il faut un chef, il faut un homme fort. Donc cette culture-là n'aide pas, même s'il y a eu des influences qui ont participé à un certain libéralisme, ne serait-ce que dans les années 40, où vraiment pendant et après la guerre, il y a eu comme une espèce de révolte contre un ordre établi, mais ça reste au niveau des intellectuels. Mais le pluralisme en tant qu'objet, en tant que concept, est une chose qui a du mal à faire son chemin pour les raisons religieuses et traditionnelles. Donc je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge en tant qu'Égyptiens, parce que si les Égyptiens ont approuvé massivement, c'est pas seulement parce qu'ils ont été manipulés en 2013, entre autres. La preuve pour ça, s'il en fallait, c'est que le jour même des manifestations, j'ai jamais vu 15 hélicoptères de l'armée en train de filmer les 15 manifestations dans 15 villes. Donc ça, c'était vraiment c'est la preuve flagrante que l'armée était partie prenante de cette manifestation. Donc, le rôle du papa, du père, je sais pas, on peut faire tout ce qu'on veut comme analyse de psychanalyste de supermarché, mais quand même, c'est là, on est là. Moi, j'ai vécu le moment où les discussions entre familles, que ce soit coptes ou musulmans, il faut un homme fort pour mater tous ces gens qui partent de travers, qui veulent démanteler l'Égypte. Et qu'est-ce qui est mieux qu'un bon général et qui, lui, s'est fait désirer à plusieurs reprises. Vous avez manifesté le 30 juin, redescendez pour voir si c'est vrai. Et ça a recommencé après. Et les festivités qui ont suivi l'élection sont quand même... Ça en était écœurant, quoi. Voilà. Donc je pense que cette figure du paternalisme,
dans le monde arabe. Et c'est dans ce sens-là où je vous rejoins qu'il y a vraiment une régression. C'est que tout ce qui dépasse comme bon principe de l'armée, il faut qu'il soit mis de côté, éliminé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Merci. D'autres derrière? Je n'ai pas vu. Oui. Vous avez parlé de la souveraineté populaire, mais en fait, si on regarde depuis 64-65 ans, l'armée est au pouvoir. L'armée est au pouvoir, ce n'est pas simplement une direction du pays qui a été un peu contestée sous Moubarak par d'autres orientations, mais l'armée s'est formée en caste. Cette caste exige une place. Ce système de caste, il prend un tournant étrange aussi, avec le corps judiciaire qui se constitue en caste, une autre caste, en alliance avec la caste militaire. L'intérieur, la police a un statut particulier aussi. Donc vous avez une société qui n'est pas prête d'évoluer vers un régime démocratique. Sauf que les gens se disent, après 2011, les choses ne peuvent pas être tout à fait de la même façon. Bon. Mais ça reste tout à fait mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Je vous donne la parole, juste une petite anecdote. Je suis allé en Égypte il y a une semaine, et le soir où j'arrive, je me promenais à côté de Tahrir, je tombe sur quelqu'un de ma génération qui était un éditeur, qui a édité d'ailleurs en arabe le livre d'Éric Rouleau, qui est son histoire. Et c'est quelqu'un avec qui je m'étais engueulé pendant des mois sur le coup d'État. Sur lui, il était tout à fait favorable à la prise de pouvoir par Sisi, etc. Il était, donc on rencontre, on discute, et il était complètement déprimé. Il me dit, il n'y a plus d'avenir dans ce pays, vraiment tout est bloqué, etc. Bon, on discute. Et puis, le soir, j'avais rendez-vous avec des jeunes d'Alexandrie et qui m'ont donné une image. Réellement, moi qui suis plutôt quelqu'un d'optimiste, j'étais fasciné par l'espèce de dynamisme en disant, même si vous ne vous rendez pas compte au niveau de la société, des jeunes, il y a beaucoup de choses qui changent, etc., etc. Alors, ni l'un ni l'autre n'est vrai, parce qu'il y a plein de choses contradictoires, mais moi, je suis convaincu que rien ne peut... qu'on n'est pas, avec les nouvelles générations, dans des générations qui acceptent... il me disait par exemple sur l'athéisme, sur le fait qu'il y a des gens maintenant qui se déclarent athées, ce qui était impensable avant 2011. Alors, en même temps, je veux dire, ne voyons pas l'évolution de ces sociétés comme si ça allait se passer du jeu. Nous, on a l'impression qu'il y a un modèle démocratique, qui est le nôtre, évidemment. On pourrait avoir quelques interrogations. Et que, bon, il suffit d'un pas ou une année et on va l'atteindre. C'est pas vrai. La démocratie, c'est une construction et elle ne va pas se construire en Égypte comme elle s'est construite chez nous. Ça va prendre du temps. Voilà. Oui. Alors, beaucoup de questions. Al-Nour, eh bien, on a vu, on a vu le courant salafiste apparaître dans la vie politique au moment des premières élections législatives libres dans le pays. Donc, on était en fin 2011, début 2012, avec, si de mémoire, 25% des suffrages exprimés. Donc, plutôt un véritable succès pour le parti, pour ce courant salafiste. Et en fait, on l'a retrouvé le 3 juillet 2013, juste à côté du général Al-Sisi, au moment où il annonce que le président a été arrêté et que donc on tourne la page de l'Égypte frères musulmans ou frères musulmans, oui, on ne peut pas dire autrement. Voilà, donc, et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, les élections législatives suivantes, il y a un effondrement de la participation, enfin, des suffrages qui s'orientent en direction d'Al-Nour. Ça veut dire aussi que les frères musulmans, ceux qui étaient frères musulmans, qui avaient voté frères musulmans, n'ont pas voté
pour le parti Al-Nour au moment de ces élections. On a préféré ne pas voter plutôt que d'aller voter pour un parti qui finalement s'était rallié au général Al-Sisi. La situation au Sinaï, eh bien, écoutez, les informations deviennent très difficiles à obtenir, pour la raison que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à avoir des informations sur les attentats éventuels qui peuvent avoir lieu. Donc le combat a été engagé contre l'État islamique, un combat particulièrement violent. Avec des forces militaires déployées dans le Sinaï alors pas seulement d'ailleurs contre l'État islamique, c'est aussi contre le Hamas et ses ramifications qui pouvaient passer par la frontière dans la bande au niveau de la bande de Gaza, puisqu'on a détruit les maisons qui étaient à proximité de la frontière et qui servait d'abri aux tunnels qui existaient entre l'Égypte et la bande de Gaza. Donc on a des opérations militaires qui se déploient clairement dans le Sinaï avec la volonté de retrouver l'autorité de l'État dans cette zone. Visiblement, d'après les informations qu'on m'a données très récemment, alors impossible d'aller du côté d'Al Arish, ça c'est pas la peine de l'envisager. Le mont Sainte-Catherine, le monastère Sainte-Catherine, là aussi c'est encore assez tendu. En revanche, la région sud, la région touristique, recommence à pouvoir être fréquentée. En tout cas, on n'hésite pas à dire aux touristes d'y aller. Mais ceci dit, sur cette région sud, on avait déjà, mais ça date de Moubarak, on avait déjà mis tout un système de sécurité, de barrières après les attentats qui avaient eu lieu à l'époque de Moubarak à Sharm el-Sheikh et dans la zone, on avait mis tout un système de sécurisation très très poussé pour que le tourisme ne soit pas ennuyé avec des problèmes de sécurité. Le Sinaï, ça fait aussi penser au canal de Suez. Le Sinaï est bordé par le canal de Suez. Il y a une volonté d'essayer de développer cette zone, économiquement, de lui donner un véritable élan pour aussi permettre aux populations qui éventuellement qui vivent dans le Sinaï pour pouvoir les intégrer économiquement et leur permettre de profiter du développement de l'Égypte. Bon, alors qu'est-ce que ça donnera je ne sais pas. En tout cas, il y avait visiblement une vraie volonté politique du côté du canal de Suez. On l'a vu avec le doublement, le creusement, le doublement du canal, et puis ces grandes manifestations aussi au moment de l'inauguration. Concernant le pluralisme, effectivement, le pluralisme existe sous la monarchie égyptienne. Donc entre 1923 et 1952, il existe. Il y a même plusieurs gouvernements. Il y a même peu de gouvernements wafdistes au pouvoir sur cette période. Ceci dit, c'est une frange de la population qui tient ces partis. Il faudrait mettre en avant le problème de l'analphabétisme, mais qui est encore un problème à l'heure actuelle en Égypte. On parle de l'obéissance au chef, c'est vrai, mais l'analphabétisme fait qu'on n'a pas nécessairement un regard très critique sur la politique qui est menée. Autre élément qui a joué à l'époque de la monarchie égyptienne, c'est le clientélisme.
hein. Et donc, voilà, on vote pour le grand propriétaire. Et puis, on se pose peu de questions. C'est un pluralisme, c'est vrai. Avec une alternance dans les partis. En même temps, la population, enfin en tout cas une certaine frange de la population, a le sentiment qu'elle ne peut pas se faire entendre. Et on a aussi une très grande violence sur l'après-Seconde Guerre mondiale dans la vie égyptienne. On a quand même 2 premiers ministres qui sont assassinés. C'est pas mal. Donc pluralisme, oui, c'est vrai. Jeu des Anglais aussi, c'est vrai. Je parlais d'une indépendance en trompe-l'œil. Ils arrivent à finalement, en favorisant la mise en place d'un régime parlementaire dans ce cadre de société très inégalitaire, parce qu'elle l'était déjà à l'époque, ils ont armé finalement des luttes durables entre différents partis pour pouvoir rester, pour pouvoir être l'arbitre aussi entre le roi qui est le roi Fouad, qui est furieux en fait qu'on lui mette en place une monarchie parlementaire, et le Wafd, dont on dit quelquefois qu'il aurait eu des tendances plutôt républicaines, et s'il avait pu voir le roi s'en aller, il aurait tout à fait apprécié cela. Donc on a eu un pluralisme, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un pluralisme qui ne fonctionnait pas. Et d'ailleurs, quand a lieu le coup d'État des officiers libres, quand Farouk s'en va, personne ne pleure Farouk. Ça s'est arrêté en 1936, lorsque Allenby a déclaré l'état d'urgence, quand même. C'était une reprise en main des Anglais. Oui. Alors, de toute façon, il y a eu plusieurs reprises en main. Il y a eu plusieurs fois la Constitution sous Fouad qui a été enterrée. On a remis une Constitution où il y avait un peu plus de pouvoir au roi et à son gouvernement par rapport. Voilà, il y a eu un jeu. Il faut quand même noter, parce que j'ai beaucoup étudié cette période, que sous Farouk, entre 1946 et 1950, le jeu parlementaire, finalement, fonctionne. Il n'y a pas eu de... il fonctionne dans la mesure où le roi ne fait pas tomber, ne renvoie pas l'Assemblée, attend la fin de la mandature pour renouveler la Chambre. Donc il y a eu finalement... le roi qui a fini par accepter les conditions de fonctionnement de la Constitution telle qu'elle avait été rédigée en 1923. Alors après, ça ne s'est pas prolongé, et puis c'est vrai que les élections de 1951 sont pas très régulières. Et ça joue aussi... sur ce se greffent en plus des relations difficiles avec les Anglais, parce que les Anglais ne veulent pas quitter l'Égypte. On négocie, mais on n'arrive jamais au terme des négociations. Et donc, ça s'enflamme justement dans la région du canal. Oui, tout à fait. On est en janvier 1952. Donc voilà, c'est vrai que là aussi, ça a un peu perturbé sans doute le fonctionnement du système politique. Vous avez évoqué les manifestations du 30 juin. Je voulais aussi rajouter, d'ailleurs, à propos de ce qui s'est passé dans ce printemps 2013, le fait qu'il y avait beaucoup de pénuries. Des pénuries, tout à coup, en Égypte, notamment d'essence, qui n'existait plus une fois le coup d'État passé. Enfin, coup d'État, on va mettre des guillemets, puisque sinon les Américains vont cesser de financer l'Égypte. Mais... voilà, il y avait des pénuries, ça fait partie aussi de ce qui s'est organisé contre le pouvoir de Morsi.
L'armée au pouvoir, c'est une caste, oui, tout à fait. L'armée arrive au pouvoir avec Nasser, clairement, et on a un système qui se maintient à peu près, voilà, qui effectivement intègre éventuellement d'autres membres progressivement, mais on a une continuité. Peut-être que le problème qui s'est posé justement en 2011, c'est que Moubarak, il était peut-être tenté de rompre cette continuité, de ne pas laisser à l'armée sa place dans le système, puisque finalement, il voulait donner on pense qu'il avait le projet de transmettre le pouvoir à son fils. Et son fils n'est pas un militaire. Et donc, les militaires risquent de perdre cette place privilégiée, surtout qu'on a aussi la montée en puissance d'hommes d'affaires et on a des rivalités autour de ce pouvoir économique, notamment en Égypte, et l'armée, clairement, a cessé de soutenir Moubarak dans le courant, à la fin du mois de janvier 2011. Et notamment pour ces questions de succession, la place que prenaient les hommes d'affaires, la place que prenait la police aussi dans le circuit. Si je peux rajouter quelque chose à propos de l'armée. L'armée, depuis 1952, joue un rôle central en Égypte, je veux dire ça, mais elle n'a pas toujours joué le même rôle. En fait, elle a été très peu au devant de la scène politique. Elle a été après 1952, pour une courte période d'ailleurs. Nasser va la renvoyer d'une certaine manière dans les casernes. Elle a été ensuite, après 2011, pendant la période du Conseil supérieur des forces armées, qui a été un désastre pour elle. Elle l'est aujourd'hui d'une manière qui pose problème à toute une partie de la société égyptienne, y compris des groupes dirigeants. C'est-à-dire aujourd'hui, elle monopolise le pouvoir, elle monopolise l'économie. Elle se lance dans des projets économiques. Alors, il y a les constructions de dizaines de milliers de logements ou les constructions de ce détournement du canal, de ce second canal de Suez qui a servi à rien parce que tout le monde savait que le commerce mondial allait diminuer. Donc, après l'avoir inauguré, les recettes du canal continuent à baisser. Mais il y a aussi une volonté, parce que c'est une puissance économique prédatrice de l'armée sur l'économie, qui la met en opposition avec une partie des hommes d'affaires. Donc on est dans une situation où l'armée a toujours été et restera, à mon avis, très longtemps, un des éléments importants du pouvoir. Mais à terme, je ne suis pas sûr que cette visibilité de l'armée au devant n'aura pas des conséquences. Et je ne suis même pas sûr qu'elle fasse l'unanimité dans l'armée. Aujourd'hui, vous savez que la livre va être dévaluée d'ici quelques jours de 40%, sans doute. Les prix explosent. Tout le monde s'attend à une explosion sociale, à tel point que le président a déclaré, quand même extraordinaire, il a déclaré à la télévision, l'armée peut se déployer dans tout le pays en 6 heures. Ce qui est quand même une manière de dire aux gens, si vous descendez dans la rue, on sera là contre vous. Donc là, il y a quelque chose une situation qui est particulière, c'est-à-dire. Et il y a quelqu'un qui m'a dit aussi à propos de l'armée, et qui est vraiment un analyste intelligent, il a dit il n'y a pas de régime dans ce pays. Et j'ai trouvé que l'expression, on a l'impression d'un pouvoir fort, une répression terrible, et c'est vrai, et la torture et les disparitions, etc. Mais quand on voit l'ensemble des dysfonctionnements du système, pas seulement les dysfonctionnements habituels qu'on connaît de l'Égypte, qu'il y avait sous Moubarak, etc., mais par exemple cette affaire de blé, c'est-à-dire la décision du ministre, je ne sais plus si c'est l'agriculture ou l'approvisionnement, de dire on arrête les importations de blé russe parce qu'il y avait un taux nettement inférieur à ce qui est permis d'un parasite, je ne sais plus comment il s'appelle. Ça a été... Pardon ? Oui, l'ergot. Ça a été pris en dépit du bon sens, par un ministre seul, semble-t-il sans l'appui du gouvernement. Ça a mis contre l'Égypte un de ses alliés principaux, qui était la Russie. Ça a eu des conséquences. La Russie a tout de suite stoppé les importations. Ça a été réglé, mais ça a créé une tension où on se dit ce n'est pas rationnel, au sens c'est pas un choix où quelqu'un a décidé. Non.
Et je crois que ce non-régime, encore une fois, il faut utiliser la formule avec précaution, me semble quand même aussi une caractéristique d'un État, d'une classe dirigeante qui n'arrive plus à diriger le pays, qui ne sait plus comment le diriger. Il y avait une question devant. Bonjour, bonsoir. Je ne crois pas que j'aurais posé ma question, mais comme vous aviez commencé dans votre introduction avec la nation, et puis en plus de manière assez dramatique, mais en fait vous avez ensuite parlé, c'était très intéressant, sur la conscience nationale, et en parlant d'Abbas, vous sautez jusqu'à 1919. Je pense que cette conscience nationale, comme vous l'avez dit, et même sans en rajouter dans la Nahda, avec le théâtre, mais aussi l'économie, mais aussi différentes communautés qui ont le sentiment de l'égyptianité au moment où les Anglais, dès 1905, empêchent l'industrie égyptienne de se développer, mais également avec les syndicats. Donc je pense qu'on sous-estime ce sentiment d'égyptianisation de plusieurs communautés au moment de la Nahda. Et je ne parle pas des intellectuels seulement ou du théâtre, je parle de l'économie, de les syndicats, d'un mouvement politique aussi. C'est un peu sous-estimé. Et donc ma question, la voici, quand vous dites nation, parce que d'une certaine manière, vous avez commencé comme ça de manière dramatique et vous ne savez pas si la nation... Moi, j'ai le sentiment que la nation égyptienne, si on prend cette notion romantique, remonte très loin et elle n'est pas près de disparaître. Par contre, les questions de régime, les questions d'État-nation, les questions d'État, les questions d'organisation, ça, je veux bien qu'on en parle, et ça peut aller très mal. Mais je ne pense pas que la notion de nation égyptienne, un peu romantique, qui nous est chère, et qui remonte très loin, peut-être la première dans le monde, est en jeu. Simplement, l'État-nation est en jeu, l'économie est en jeu, le pluralisme, tout ce que vous avez dit sont en jeu. Pourquoi tenez-vous à parler de la notion de nation, et que signifie-t-elle pour vous ? Oui, un peu dans le prolongement, parce que ça concerne aussi la question de la nation égyptienne. Vous avez parlé de la révolution nassérienne comme étant la consécration, d'une certaine façon, d'un mouvement national plus ancien. Mais en même temps, Nasser, l'accession de Nasser au pouvoir, ça a été en même temps la proclamation de la République arabe unie. Et ça a été en même temps l'idée de panarabisme. Quid aujourd'hui? Est-ce que c'est complètement enterré, terminé? Toute idée de peser sur ce qui se passe, ne serait-ce que chez un voisin comme la Libye ou ailleurs. Voilà. Panarabisme, est-ce que c'est mort? Est-ce que c'était vraiment une page du nasserisme? Oui, bonsoir. C'est juste pour ajouter un point. Vous avez parlé de plusieurs aspects ou de plusieurs groupes parmi les castes qui existent et qui peuvent intervenir dans l'Égypte contemporaine, entre guillemets, notamment pendant la période justement de 2013 avec Al-Nour d'un côté, un certain nombre de groupes d'un autre et maintenant avec le constat qu'on fait de la puissance de l'armée et d'autres castes qui l'entourent. Est-ce que vous pouvez rajouter un mot notamment sur la présence très très forte des médias, de l'influence que ça peut avoir, de l'utilisation qu'ils font des fractures ou des problèmes de la nation égyptienne, notamment l'analphabétisme d'un côté, l'ignorance du contexte politique d'un autre, et de l'espèce de caste médiatique aussi qui a pu se former, notamment après l'apparition du gouvernement actuel. Voilà. Alors, d'abord, autour de la notion de nation. Est-ce que l'Égyptien qui exploitait son champ avait le sentiment de participer à la vie politique et de pouvoir avoir éventuellement une influence sur le déroulement de la vie du pays? Je ne crois pas. Et en fait, c'est cet aspect-là qui m'a semblé important. C'est que avec Mehemet Ali, il y a le début d'une association des gens qui habitent dans la vallée du Nil
à la vie du pays, à la vie administrative, par exemple, à la vie militaire, avec la conscription qui va se développer, qui est mise en place par Mehemet Ali, avec l'arabe qui va devenir, alors ça c'est plutôt sous le Khedive Ismail, avec l'arabe qui va devenir la langue de l'administration. Et en cela, le fellah est associé progressivement au devenir du pays, à son histoire. Avant, il était ceci dit, il n'y a pas beaucoup de témoignages des fellahs égyptiens, mais il était sans doute plus rattaché à son village qu'à cette notion d'une Égypte plus large. Mais c'est vrai qu'on a tout ce cheminement qui se fait progressivement, et j'ai insisté plus, mais il y a tout un chapitre sur le printemps du nationalisme égyptien à l'époque des Britanniques, parce que notamment l'incident de Dinshaweh, fugitivement, en tout cas, c'est ce que note Kassim Amin. Il dit: j'ai senti l'âme de l'Égypte qui s'exprimait, parce que tous les gens étaient terrifiés de ce qui s'était passé, en fait, condamnation tout simplement à mort, et puis également au fait d'être battu avec le courbage par décision du tribunal à la suite de la mort d'officiers anglais qui étaient partis mener une partie de chasse dans le delta pour aller chasser le pigeon, et voilà, il y a eu un incident avec des villageois, et la sanction a été extrêmement dure. La sanction du tribunal a été extrêmement dure, et donc les Égyptiens sont vraiment heurtés. D'ailleurs, c'est une rupture aussi avec les Britanniques, parce que finalement, ils étaient là qu'à un cas, on les supportait. Ils étaient d'ailleurs plutôt dans les villes, peu dans la campagne, mais ça a été un moment de rupture dont prend conscience d'ailleurs Londres, parce que Lord Cromer est rappelé dans la foulée. Donc ce sentiment, il se développe, et il se développe surtout pendant la Première Guerre mondiale, parce que les Britanniques avaient indiqué qu'ils se battraient sans faire appel aux Égyptiens contre les troupes ottomanes. Alors effectivement, ils n'ont pas fait appel aux Égyptiens pour s'engager dans l'armée, mais il y a eu énormément de ponctions auprès des populations, aussi des engagements au démarrage volontaire qui ne sont plus très volontaires dans des corps, alors qui sont le Labour Corps, enfin des corps qui ne sont pas des corps combattants, mais qui se rapprochent du front. Et du coup, cette présence britannique, eh bien, elle devient palpable pour l'ensemble des Égyptiens dans leur quotidien. Donc voilà, et en 1919, on a effectivement cette explosion, et sur la longue durée, puisque ça va se prolonger de 1919 à 1922, et ça continue encore, parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas satisfaits de ce qui a été obtenu, et qui continuent à manifester, et il y a une certaine violence qui continue à s'exprimer. Oui, 1910, oui, tout à fait. Mais je ne peux pas tout raconter. Est-ce qu'il y a encore un nationalisme arabe? Alors, Nasser a réalisé la RAU, d'ailleurs à la demande plutôt des Syriens. La RAU, c'est quand même l'Égypte en tête, l'Égypte au-dessus, qui met la Syrie sous sa domination. C'est un nationalisme arabe qui est qui met l'Égypte en avant. Ça doit servir la cause égyptienne d'abord et avant tout. Nasser, il est d'abord égyptien. Et après, il va utiliser le nationalisme arabe dans la mesure où ça peut servir la cause de l'Égypte. Je le vois beaucoup plus comme ça. Quant au fait que l'Égypte puisse peser sur le voisin,
l'Égypte est engagée clairement en Libye, aux côtés des forces du général Haftar. L'Égypte s'est engagée à un moment donné au Yémen avec l'Arabie Saoudite, quelques avions et aussi des navires, mais c'est plutôt pour protéger le trafic dans la mer Rouge. Mais il y a effectivement, en tout cas l'Égypte, c'est ce qui est assez frappant, c'est on sent qu'elle essaye de redonner une certaine fierté à la population, un certain élan à travers cette politique régionale. Hein. On la voit très présente, on en parle aussi pas mal. C'est peut-être aussi une façon de légitimer le pouvoir par la fierté qu'il peut rendre aux Égyptiens. L'Égypte a vécu assez mal la période Sadat, l'exclusion où la presse Sadat, l'exclusion de la Ligue des États arabes, c'était difficile. Hein. L'Égypte avait été quasiment le leader du monde arabe et se retrouve exclu. Donc c'était une position un peu difficile. Clairement, on a un président qui joue. Hein. Je vous parlais de ce musée Nasser qui vient de s'ouvrir. Clairement, on a un président qui réactive le mythe nassérien, le grand homme, celui qui va sauver le pays. Exactement. Vous avez évoqué enfin les médias. Alors effectivement, c'est aussi les médias ont joué un rôle important. Ont joué un rôle important, notamment au moment de la présidence Morsi. Il y avait des discussions au Parlement de toute nature. Ce sont les projets, les idées les plus saugrenus qui ont été relayés par la presse pour décrédibiliser ce pouvoir. On l'a vu avec cette idée, c'était même pas des choses qui risquaient de se réaliser, comme l'abaissement de l'âge du mariage pour les jeunes filles, ou bien la dépénalisation de l'excision. Voilà, mais c'est des choses qui ont été mises en avant par les médias de l'opposition pour justement décrédibiliser le pouvoir des frères musulmans, enfin les frères musulmans qui étaient à l'Assemblée. Donc ils jouent un rôle. Ceci dit, ils sont aussi, depuis une loi récente, j'ai plus la date en tête, mais repris en main, ils ne peuvent plus dire tout ce qu'ils veulent. Il y a vraiment un contrôle de l'information. Bon, juste un mot avant de terminer. Une des questions qu'on n'a pas abordées, c'est la question sociale. Et je voudrais rappeler juste à propos de la révolution de 1919 qu'il y a une réévaluation aujourd'hui de la révolution de 1919 en Égypte, et notamment de son caractère de révolte paysanne, qui a été extrêmement importante, que le WAFT a plus ou moins récupéré, et je dirais même largement trahi par rapport à ses aspirations, mais aujourd'hui qui revient. Il y a eu, on a publié sur Orient 21, quelqu'un qui a fait le compte-rendu d'une pièce de théâtre qui vient d'un livre qui a été publié en Égypte, qui s'appelle 1919, qui raconte 1919 à partir, justement, là c'est intéressant, parce qu'on a les témoignages de tous les gens qui ont été arrêtés, qui en général sont plutôt des paysans, pauvres, etc. Et c'est tout à fait passionnant, parce que ça montre que cette question sociale, elle est lancinante. Elle va revenir en 46-48 dans les grandes manifestations ouvrières. Et elle reste présente aujourd'hui. Il n'y a pas que la question du nationalisme, il y a aussi la question sociale qui reste une question explosive en Égypte. Bon, je voulais vous remercier, vous encourager à acheter le livre pour continuer la discussion. Commencez par l'acheter, ensuite vous le lirez. Merci beaucoup.